Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les graphes en algorithmie cette fois-ci et on va voir ensemble comment implémenter pas mal on va dire d'opérations, de fonctions d'opérations de manipulation des graphes, même si nous abordons en tout cas dans d'autres vidéos séparées tout ce qui concerne la recherche et le parcours, puisque ça peut s'appliquer à autre chose que des graphes, on peut travailler et l'utiliser avec d'autres structures de données. Ici, ça va véritablement concerner tout ce qui est directement associé au graphe, avec différentes fonctions de manipulation. On va définir la structure. Bien évidemment, je vous montrerai visuellement sur certaines choses pour vous donner des explications complémentaires. Et on a pas mal de pseudocode à écrire parce que vous avez vu que la vidéo était assez longue. En tout cas, on va commencer, première chose, par mettre en place notre graphe. Avec déjà, donc je rappelle le graphe, c'est finalement deux ensembles, un ensemble de sommets, un ensemble d'arêtes. On va travailler nous avec un graphe qui sera non orienté et pondéré, sachant qu'on pourrait parfaitement adapter un autre type. Je ne vais pas faire une autre vidéo pour vous montrer avec des graphes orientés ou des graphes non pondérés. Pour non pondérés, vous auriez moins de code, très certainement, et un graphe orienté, il y aurait évidemment des petites modifications à faire, mais à partir d'un type, peut très facilement passer sur un autre, donc il n'y aura pas bien de difficulté là-dessus. On y va, parce qu'on a vraiment pas mal à faire, à commencer par la structure d'un graphe. Donc je l'ai dit, orienté et pondéré. Je rappelle évidemment dans la description de la vidéo, vous avez un memento sur la syntaxe que j'ai utilisée et que j'utilise sur les vidéos d'algorithmie de la chaîne, si vous avez oublié quelques détails. Structure graphe, fin structure. Quelques éléments vont nous servir. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais ça va de soi. Pour suivre, avant de suivre cette vidéo, vous devez visionner au préalable la vidéo d'architecture sur les graphes, qui vous apporte toutes les notions théoriques et un petit peu le vocabulaire qui va servir, puisque je ne vais bien évidemment pas redéfinir tout ça et réexpliquer tout ça dans cette vidéo. Donc allez voir la vidéo d'architecture sur les graphes avant d'aborder cette vidéo d'algorithme. Au niveau des graphes, il va nous falloir quelques informations. Rappelez-vous qu'on pour enregistrer les voisins, les éléments adjacents, on peut utiliser au choix une liste d'adjacence, une matrice d'adjacence. Moi, comme je pars du principe que vous ne connaissez pas forcément d'autres structures de données, et que bon, de toute façon, si vous voulez l'implémenter, ça ne posera pas de problème non plus une fois que vous connaissez, on va se contenter d'une matrice d'adjacence qui fera très bien le travail par rapport à ce qu'on veut faire. Comme ça, on va utiliser au maximum, finalement, on va dire, des éléments natifs sans devoir intégrer une structure dans une autre, même si c'est entièrement faisable. Une fois que vous connaissez les listes et les graphes, vous pouvez parfaitement concorder les deux sans souci. Donc il va nous falloir ça. Moi je vais faire le choix, alors pareil, c'est arbitraire, on pourrait très bien choisir autre chose, mais je vais faire le choix de faire, ça c'est, non, faire ça proprement quand même un minimum. Voilà, ça c'est notre graphe, ok, tout ce qu'il y a dans cet encadré blanc. Et moi je vais utiliser des sommets, donc nommés évidemment avec un caractère, et des arêtes, donc pondérées bien évidemment, mais dont les poids sont des entiers. Alors positif, puisque ça ira très bien comme ça, on va pas forcément partir sur les trucs négatifs, surtout que certains algos ne marcheraient pas sur des valeurs négatives, mais on pourrait très bien sûr changer ça. Si vous voulez adapter et vous exercer en modifiant certains paramètres, vous pourrez le faire aussi. Donc on va faire en sorte en tout cas d'avoir ce fonctionnement de structure avec des chaînes de caractères pour les sommets et des entiers positifs pour les poids au niveau des arêtes. On y va. Pour commencer, notre matrice d'adjacence, je vais appeler ça voisin. Je pourrais appeler ça, bien sûr. Ok, ça c'est vous qui voyez pour les termes. Voisin, et ce sera un tableau à deux dimensions, parce que le but c'est d'avoir une matrice. C'est-à-dire que si j'ai l'exemple de tout à l'heure, A et B, on obtiendrait donc une matrice en 2-2, puisqu'il y a deux sommets. Donc vous faites le nombre de sommets fois le nombre de sommets, et vous avez votre tableau à deux dimensions. Et si on a plus, etc., il y en aurait plus. Moi je vais anticiper, comme j'ai choisi d'utiliser ici des chaînes de caractères, pour ne pas avoir à faire d'allocation dynamique à chaque fois qu'on va manipuler notre graphe, eh bien je vais directement partir du principe qu'on crée une matrice d'adjacence
qui va, alors, je résume vite fait, qui va de A à Z, puisque c'est ce que j'utilise comme caractère pour les sommets. Évidemment, si vous voulez utiliser des chaînes de caractères ou autre chose, c'est pareil, il faudrait adapter, trouver un autre système. On pourrait faire un système qui ne limite pas le nombre de sommets, mais pour des raisons pratiques ici, je vais limiter à 26 sommets, puisque c'est le nombre de lettres de l'alphabet pour aller de A à Z. Et ça fera peut-être un peu moins de code à écrire aussi. Ça permettra en plus d'avoir des sommets nommés, ce qu'on pourrait faire non sans limite, mais dans ce cas-là, on devrait se baser que sur des indices, et ce serait pas forcément très visuel, surtout si vous comptez afficher votre graphe par la suite. Donc on va faire ça un petit peu, on va dire un petit peu mieux. Pour ça, je vais créer quelques constantes qui vont nous servir pour la suite. L'avantage, c'est qu'après, on change la valeur d'une constante, et ça se répercute sur l'ensemble du programme, donc c'est quand même bien pratique. Ici, le nombre maximum de sommets, qui sera donc de 26, qui va nous servir comme ça pour la suite, et on verra si on a besoin d'autre chose pour la suite. Donc j'utilise cette constante, et vous voyez, je vais créer déjà un tableau statique, un tableau à 2 dimensions, un statique, de 26 par 26. Voilà. Et ensuite, on jouera bien sûr un emplacement là-dedans pour dire, voilà, ça c'est le nombre de voisins remplis ou non. Et comme ça, même si on a réservé tout l'espace, en utilisant le système des indices, on peut en fait être sûr de considérer qu'une partie de ce tableau de dimensions par rapport à ce qui existe réellement et ignorer finalement les indices qui ne sont pas encore utilisés au moment où on manipule ce dernier. Ensuite, il nous faut les sommets. On a dit que les sommets, on allait les représenter sous forme de caractères. Et on aura un simple tableau, pareil au niveau des sommets, qui est donc 26. Pareil, je réserve déjà un tableau de taille fixe de 26. Et ensuite, grâce au système d'indices, même si on a au début 0 sommet, on verra, mais c'est pas grave. On pourra de toute façon travailler avec l'arithmétique et les indices pour que ça fonctionne très bien. Et enfin, ça pareil, quand on connaît un petit peu la théorie, on sait que ça va nous servir, c'est le nombre de sommets, puisque c'est lui précisément qui va nous servir, quelque part pour nous situer un petit peu où nous sommes dans les différents tableaux. Donc ça va être très pratique d'avoir ça. Si on fait sans cet élément, on se rajouterait vraiment pas mal de difficultés au niveau du code, en tout cas pas mal d'écriture de code, alors que là, pour une simple petite donnée membre dans notre structure, on va énormément se faciliter la vie pour la suite. On y va. Créons notre première fonction, celle qui va permettre de créer un graphe. En théorie des graphes, un graphe peut très bien être vide, c'est-à-dire que là, nous avons un graphe. Voilà, ce que j'ai représenté dans l'encadré blanc, c'est un graphe. Il est vide, il n'a ni sommet ni arête, mais c'est un graphe. Il faut qu'on ait donc la fonction pour pouvoir créer cette structure, en tout cas de cet élément de départ. Création d'un nouveau graphe, feed, et on va faire la fonction. Nouveau. Oui, pas de paramètres. C'est comme ça. Et ce sera très bien. Ça renvoie d'ailleurs le graphe. Si on ne le renvoie pas, on va avoir du mal. Et ensuite, on déclare un élément de type graphe, qui pour moi n'a rien, qu'on retournera à la toute fin. Et entre deux, on va initialiser un petit peu tout ce qu'il nous faut. Comment initialiser notre structure ici? Ça, ce serait pas mal, à partir du principe que, par défaut, qu'est-ce que c'est? Dans un graphe qui serait non pondéré, si vous vous souvenez au niveau de la matrice, on dirait donc, admettons, voilà une matrice comme ça, on dirait que s'il y a une liaison, on met un chiffre 1, si on n'a pas, on met un 0. Donc on a simplement des valeurs ici binaires, 1 ou 0, et automatiquement, donc là bon, forcément ce serait ça, 0 et 1. Donc facile, vous voyez, encore une fois, on ne s'embêterait pas par rapport à ça. Nous, comme on se base sur un système pondéré, et qu'on va retrouver les poids, sous cette forme par exemple ou autre, forcément, ça change un petit peu ce qu'on veut faire par rapport à ça. Moi, je vais utiliser un caractère. Me dire, par exemple, quand il n'y a pas de lien, il faudrait que j'ai un caractère que je choisis arbitrairement pour indiquer, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien qui est fait entre tel point et tel point. Et dans ce cas-là, on peut choisir ce qu'on veut. Et moi ici, comme je vais manipuler des entiers positifs pour les poids au niveau de mon graphe, je vais partir du principe que la valeur d'un point indéfini, donc je crée une nouvelle constante, ce sera 0. Je pourrais très bien mettre autre chose. Encore une fois, c'est un choix purement de préférence. C'est pas une obligation. Il n'y a pas de mieux, pas de moins bien. Vous prenez ce que vous voulez. Et à partir de là, pareil, grâce à cette constante,
ça va être vachement pratique manipuler au niveau du pseudocode. On y va. On va faire le parcours de ceci. Et on va mettre tous les éléments de cette matrice d'adjacence, je rappelle. Là. La matrice d'adjacence. Je peux mettre... bon, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Sommet. Mais on va mettre tout à cette valeur-là. Comme ça, si un jour on change, c'est pareil, ça sera répercuté ici. On fait notre double parcours. Double boucle. Allons de 0 max sommet. Ensuite, pour J, donc ça classique, si vous ne connaissez pas le parcours séquentiel, vous avez une vidéo d'algorithmie sur cette même playlist. De toute manière, si vous programmez déjà dans des langages de programmation, vous savez normalement le faire. Ça fait partie des notions élémentaires. Mais sachez que vous avez quand même une vidéo d'algo si besoin. Ok. Une fois qu'on est là, et ben on va pouvoir directement changer tout au niveau des voisins. Donc, notre graphe G, l'ensemble des voisins de I et indice J, et on va mettre la valeur de notre constante, point indéfini, pour dire qu'il n'y en a pas. Voilà, pour le moment c'est vide, donc il n'y a absolument aucune liaison qui est faite, il n'y a aucune arrête en fait. Aucune arrête ici. Et pour terminer, parce que ça va être important, alors ça, est-ce qu'on peut l'initialiser? On pourrait si on veut. Moi je vais laisser tel quel parce que pour les calculs que je vais avoir, je pense pas que ça pose problème. Si au pire on voit que ça devient problématique, on changera le code ici, mais a priori je pense que ça posera pas de souci. Par contre ça va nous servir, donc il faut le mettre à 0, puisque au départ nous n'avons pas de sommet, n'oubliez pas, nous voulons créer par défaut un graphe vide. N sommet égale 0. Et notre première fonction est prête. Voici ce que nous venons de faire. Nous avons un graphe, il est vide, c'est un graphe. Première chose qu'on va vouloir faire dans ce graphe, ça semble logique, alors même avant ça, d'ailleurs, je ne sais pas si ça nous servira, mais on va le noter rapidement, c'est vérifier par exemple qu'un graphe est vide, après tout. C'est-à-dire si on voulait faire ça, quel serait le code à écrire, parce que ça va être très court, donc on va le faire. Ça prend un graphe en paramètres, ça renvoie un booléen, et attention, ça va aller très vite. Donc c'est retourné. Eh bien, est-ce que le nombre de sommets est égal à 0? Voilà. Donc déjà, vous voyez, cet élément-là va rendre les choses bien pratiques, puisque ici, avec une simple condition, qu'on retourne directement pour quitter la fonction, eh bien ça enverra vrai ou faux, et ça suffit pour vérifier que notre graphe est vide ou pas. S'il n'y a pas de sommet, on peut considérer que le graphe est vide, puisque pour créer des arêtes, il faut qu'il y ait des sommets. Vous ne pouvez pas créer des arêtes entre pas de sommet, vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc forcément, s'il n'y a pas de sommet, notre graphe est vide. Ok, on passe à la suite. Ajout d'un sommet au graphe. Je veux pouvoir faire ceci. On va prendre un exemple, je vais reprendre un petit peu l'exemple, je crois que je vous avais fait sur la vidéo d'algorithmie, mais peut-être pas autant de sommets, parce qu'on va pas en avoir besoin non plus de 15 000. On va faire celui-là, on va faire C, on va faire D. Alors je suis pas obligé de les nommer par ordre alphabétique, je pourrais très bien faire A, Z, K, ok. Vraiment c'est pas obligatoire, c'est parce que visuellement ce sera plus compréhensible je pense pour vous. Mais vraiment j'aurais pu utiliser d'autres caractères, c'est pas gênant. Et voilà, on veut pouvoir créer ce graphe là. On n'aura aucune arête, mais c'est un graphe, d'accord? Ce sont même des sous-graphes qu'on a pour chacun, composés de chacun un sommet, mais c'est un graphe quand même composé de sous-graphes, donc on a vu tout ça d'ailleurs sur la vidéo d'algorithme. Donc on veut pouvoir créer ceci, cette chose là, que vous voyez là sur votre écran. On y va. Graphe, ajouter, sommet, en passant le graphe en paramètres, et en passant le nom du sommet, puisque c'est un caractère qu'on a choisi pour ça. Ça ne renvoie rien, puisque ça va agir directement sur le graphe. Et nous avons comme ça notre code qui est prêt à être écrit. On y va. Première chose déjà vérifiée par rapport à ça, c'est si on peut. Okay, est-ce qu'on peut en fait ajouter un sommet? La condition pour que ce soit possible, il faut qu'on n'ait pas atteint notre maximum, puisque moi j'ai limité. Encore une fois, si vous plus tard vous faites un algorithme qui ne limite pas le nombre de sommets du graphe, bah forcément cette vérification ne sera pas à faire, mais nous, pour cet exemple, c'est ce qu'on a fait.
Donc on peut vérifier déjà ça. Si le nombre de sommets est strictement inférieur au nombre maximum, et ensuite de vérifier que l'emplacement est disponible. Et l'emplacement disponible, finalement, c'est de vérifier que on peut positionner quelque chose. Et pour ça, il nous faut une fonction. Il faudrait qu'on puisse en fait vérifier ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de choisir des caractères pour représenter mes sommets. Sauf qu'en informatique, les caractères, en tout cas là pour nos tableaux, ça représente pas grand-chose. Notre tableau, il manipule des indices qui sont des entiers, qui commencent à 0 et qui finissent par le nombre, la taille du tableau moins 1. Donc il n'y a pas d'histoire de caractère, vous voyez, de A, de B, de K, il n'y a pas tout ça. Comment je peux faire? C'est à partir du nom du sommet, donc sous forme de caractère, être capable de retrouver son indice, tout simplement, et de voir où est-ce qu'il se trouve, dans ce tableau. Donc on va devoir créer une fonction pour ça, et je vais l'appeler ici. Donc en amont, je fais comme si elle existait déjà. Voilà. Graphe, indice, sommet, en passant le graphe et le nom du sommet. Et comme on travaille par des indices, si notre fonction trouve l'indice, il retourne. On a dit que l'indice d'un tableau, ça va de 0 à la taille moins 1. Okay. Donc il n'y a pas d'indice négatif dans un tableau. Donc je peux très facilement décider que si on ne trouve pas l'indice, on verra moins 1. Et dans ce cas-là, je peux faire ça. Donc si, alors, et on fera ceci. Qu'est-ce qui se passe si cela est bon? On écrira cette fonction juste après. Là, on part du principe qu'elle existe déjà, mais si c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. À mon tableau des sommets, à cet indice-là, j'utilise le nombre de sommets comme indice. Pourquoi? Parce qu'il commence à 0. 0, vous savez que c'est le premier emplacement d'un tableau. Comme on va se servir de lui pour l'incrémenter ou le décrémenter selon ce qu'on fera au niveau des manipulations du graphe, on sera sûr d'être toujours ici, positionné au bon endroit. Vous voyez ici. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est pas grave qu'on ait initialisé déjà à 26 emplacements ce tableau, puisqu'on est toujours positionné à un endroit où on doit être. Et on va faire ensuite jouer sur le curseur en fonction des manipulations qu'on fera. Donc dans ce cas-là, ceci, on n'a plus qu'à mettre notre sommet. Simplement, on met au bon endroit ici. On n'oublie pas, parce que si vous oubliez avant là, vous cassez tout l'algorithme, d'incrémenter de 1. Nous venons d'ajouter un sommet, donc le nombre de sommets passe au nombre actuel plus 1. Okay. C'est un nombre de sommets plus plus. Sinon, il faudrait qu'on pourrait même afficher un petit message, pour obligatoirement on va le faire. Afficher, voilà. Impossible d'ajouter le sommet. Ça rajoute un petit peu de visuel si on veut, même si là on n'écrit pas du code directement, c'est du pseudocode, mais on peut avoir quelque chose d'un peu plus propre comme ça. Bon, il nous manque cette fonction. On va la faire tout de suite. Récupérer l'indice d'un sommet à partir de son nom. Parce que finalement c'est ça. Graphe, indice, sommet, le graphe, le nom du sommet, et ça envoie un entier. Comment on vérifie ça? Alors ça va être très simple. On parcourt notre tableau des sommets. Donc je rappelle celui-ci. Donc là vraiment la base. 0 à nombre de sommets. Pourquoi je m'arrête à ça? Justement par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on ne veut pas parcourir. N'oubliez pas que par défaut on a initialisé tout ça au nombre maximum de sommets, c'est-à-dire ici 26. Je ne veux pas parcourir tout ça, je n'ai pas 26 sommets. D'accord? C'est par rapport à là où j'en suis. Donc, je ne m'arrêterai pas. Une fois qu'on arrive à la fin du tableau, c'est je m'arrête en fait par rapport au nombre d'éléments que j'ai réellement. Ok? Qu'on avait réellement affecté à ce tableau que nous avons initialisé, bien sûr, avec une taille fixe qui est par défaut plus grand que le nombre d'éléments réels que nous avons. Donc dans ce cas-là, ici, on va faire, pour y allant de 0, donc le nombre de sommets que nous avons ici, qui contient donc le bon indice, et on vérifie finalement ce qu'on a pour les vérifications qu'on fait. C'est-à-dire, si
le sommet actuel qu'on est en train de visiter existe, puisque c'est ça qu'on regarde, et ben c'est bon, on a trouvé son indice. On retourne donc notre compteur qui est I. Voilà. Et sinon, si malgré tout le parcours qu'on a fait, on n'a jamais pu le trouver, cet indice n'existe pas, donc le sommet n'existe pas dans notre graphe. Et dans ce cas-là, on retourne ce que j'avais dit, qui est moins 1. Ça peut être moins 5, hein, pour être très bien, mais dans ce cas-là, il faudra changer cette partie-là. Encore une fois, voilà, vous savez beaucoup en programmation, quand on a des fonctions qui retournent un code d'erreur comme ça, ou une vérification notamment dans de la recherche, s'ils ne trouvent pas, généralement, par convention, on retourne moins 1, même si bien sûr, ça n'a rien d'obligatoire non plus. En tout cas, cette fonction est prête pour ce que nous avons. Et ça permet de faire notre ajout de sommet. Et normalement, à partir de ça, si j'ai pas fait d'erreur dans le pseudocode, on sera vérifié. On a donc les sommets qu'on peut ajouter ici, en appelant notre fonction. Et on ajoute comme ça les différents sommets au graphe. Et c'est l'autre partie finalement de ce que nous avons fait. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de faire toutes les connexions. C'est-à-dire par exemple ici, de faire ceci. Pourquoi pas ça? Ça, donc comme je l'ai dit, je reprends un peu celui que vous avez fait en algorithmie. Je trouvais que c'était pas mal, ça faisait un graphe quand même avec pas mal d'éléments sans que ça devienne non plus un graphe de 50 sommets avec des arcs partout, enfin des arêtes partout. Et les valeurs, bon, on va mettre 5. Ici on peut mettre combien? 3. On va mettre 6. Voilà. Je rappelle que c'est abstrait, donc ça ne représente pas des vraies longueurs. Hein. Ce que vous voyez visuellement, c'est une représentation, mais c'est une structure qui est abstraite. En tout cas, nous avons les sommets, les arêtes qui relient certains de ces sommets, et le poids en tout cas de toutes les arêtes. Et on veut obtenir ce graphe par rapport à ce qui nous manque. Ajout d'une arête entre deux sommets du graphe. Et c'est la prochaine fonction que nous écrivons. Donc là, c'est à partir du graphe, il nous faut le premier élément, le second et le poids. D'accord? C'est-à-dire par exemple ici, de dire le premier c'est A, la destination c'est B. Rappelez-vous, c'est la même chose puisque c'est non orienté. Donc là, c'est pas orienté comme ceci. C'est un graphe non orienté, donc il va falloir faire la liaison dans l'autre sens. Et le poids, ce sera 5, par exemple. Donc ça, donc c'est un caractère. Je vais mettre source. Parce que vous voyez que les lignes sont assez longues, donc j'essaie de raccourcir un peu le nom des variables. Et ensuite, un entier qui est le poids. Ça ne renvoie rien. Et la fonction est prête à être écrite ici. Il nous faut deux indices. Rappelez-vous, toujours pareil, j'ai choisi des caractères pour présenter les sommets. Ça pose problème au niveau de notre tableau, on va dire ça. Il faut qu'on puisse récupérer la valeur qui est plus parlante pour notre structure, c'est-à-dire les indices. Donc il faut qu'on récupère les indices de nos deux sommets à relier. Donc on y va. Indice source. On va faire appel directement à la fonction qu'on a écrite juste avant. Passons à la source. Et même chose. Indice destination. Graphe indice sommet. G destination. Et nous avons nos deux indices. D'ailleurs, ce sont des déclarations, enfin initialisation. J'ai mis cette syntaxe-là au niveau du pseudocode. Je regarde vite fait si j'avais pas oublié quelque chose. Non, ce que là, lui, il n'était pas initialisé. Ça, c'est de l'affectation. Putain, on doit être cohérent dans la syntaxe par rapport à ce que je vous avais donné. Ok. C'est bon. On fait nos vérifications. Donc pareil, on affichera éventuellement un petit message d'erreur pour dire qu'on n'a pas pu ajouter l'arête, tout simplement. Mais ici, notre vérification, c'est les indices. Si l'indice source est différent de moins 1, okay, donc c'est-à-dire que cet indice existe, qu'encore une fois, on ne peut pas faire d'arête entre des sommets qui n'existent pas, ça n'aurait absolument aucun sens, et que l'indice de destination existe, c'est-à-dire est différent de moins 1, finalement. Donc ça évite de mettre tous ces appels de fonctions ici, ça ferait une ligne beaucoup plus longue, donc là c'est beaucoup plus lisible au niveau du code. Et
parce qu'on a choisi nous ça de dire qu'on veut des poids positifs, donc rajoutons cette vérification, et bien que le poids évidemment est, j'ai même envie de dire, différent que le point défini. Voilà, comme ça en plus, voilà, c'est... Donc ça vérifie pas qu'il est positif, hein, je pourrais mettre un strictement supérieur à 0, mais là, on n'a qu'à se dire, bon, ça vérifie simplement que c'est pas cette valeur que moi je choisis arbitrairement qui est le 0. Donc si tout ça est bon, eh bien on va pouvoir lier nos différents éléments. Et n'oubliez pas, comme nous avons un graphe non orienté, il faut qu'on fasse la liaison dans les deux. C'est-à-dire que dans notre tableau, ici, cette fois-ci le tableau à 2 dimensions voisin, on doit mettre la valeur de poids au bon endroit. Donc si je résume avec un petit élément qui ne correspond pas à ce graphe, mais par exemple si on avait ça, qui est donc A et B, et qu'on voulait dire par exemple, bon, imaginons qu'on ait que ce graphe avec 5, et ben c'est de dire entre A et B tu mets 5, mais comme c'est non orienté, il doit aller dans les deux sens, donc il faut qu'on mette le 5 ici. Okay, c'est important pour que ça fonctionne des deux côtés. Donc on va faire en sorte que la fonction affecte en fait ces deux valeurs à notre tableau de dimensions. Donc on va avoir deux instructions à écrire ici. Je reviens sur mon code, on est ici. Donc très simplement, très simplement, il faut qu'on fasse comme ça l'ajout de ce qu'on a au voisin. Donc là c'est un accès direct, hein. Côté pratique d'utiliser une matrice d'adjacence, il n'y a pas de parcours à faire ou je ne sais quoi. C'est directement ça. Source, destination, l'indice, pardon, sinon ça posait problème. Oula, indice destination. Et qu'est-ce qu'on affecte? Le poids, c'est-à-dire l'entier qu'on a passé ici. Et on fait la même chose, mais avec les indices inversés de destination à la source, puisque c'est non orienté. Si c'était un graphe orienté, bah en fait, vous faites juste pas cette ligne-là. Voilà. Donc je dis, dans certains cas, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire dans le pseudocode si vous vouliez travailler avec des graphes orientés, par exemple. Donc en soi, il y aurait peut-être même un peu moins de code pour la majeure partie du temps. Donc ça, c'est bon. On a normalement créé cette liaison-là. Et sinon, ce que je vais dire, on va peut-être afficher un petit message quand même. Toujours bien de l'avoir. Afficher. D'ailleurs, j'avais mis impossible d'ajouter le sommet. Là. Impossible d'ajouter l'arête. Et on va faire genre qu'on fait une liaison comme ça. Source. Destination. Voilà. Je pourrais mettre le poids ici indiqué, mais c'est un message d'erreur. Donc sur quelque chose de très simple, ça ira très bien. Et voilà, nous venons de faire. Alors j'enlève ceci maintenant, mais nous avons, si on n'a pas fait de bêtises, en tout cas, normalement obtenu ce graphe avec les différents voisins pour chacun. Donc on a la bonne matrice d'adjacence qui serait représentée ici. Alors, il faudrait que. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de place. On va la représenter quand même 1, 2, 3, 5. On va prendre le temps. Voilà. C, D, E. Donc ça c'est voisin, okay. C'est le tableau de dimensions que nous avons dans notre structure. Tout simplement. Et le but, une fois que normalement on a fait toute liaison, donc par exemple ce serait si on ferait un appel à une fonction en fait vous aurez autant d'appels à la fonction que d'arrêts à faire, c'est-à-dire un appel, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. On n'a pas besoin de le faire en double puisque c'est non orienté, hein, encore une fois. Et ici on aurait donc valeur plus petite, donc là A et A bah, c'est 0 parce qu'oubliez pas que moi c'est ce que j'ai choisi ici, d'accord, 0, donc c'est le côté pratique. Donc il ne peut pas être vers lui, voilà, à chaque fois c'est D et E. Donc A, il va vers C avec. Il va vers B, pardon, avec 5. Il va vers C avec 1. Il ne va pas vers D, il ne va pas vers E, directement en tout cas.
B, il va forcément vers A, puisque c'est non orienté. Il va vers C avec 2. Il va vers D avec 3. Il va vers E, non. Ensuite, CA, 1. CB, CB2, très drôle celle-là. N'hésite pas à dire dans les commentaires, bien sûr, si tu as adoré, puis c'était pas volontaire du tout. Le CD, voilà, le fameux, hein, le disque. Et ensuite, le CE non plus. Hein, n'oubliez pas, la norme CE, bien sûr, européenne. DA, on n'a pas. DB, c'est ça que c'est toujours les noms. Database, 3. Ensuite, DC, non. ACDC et DD, non. Et DE, oui, 6. Donc forcément de DE, ED, on a 6 également. Donc là, c'est non. Là, c'est non. Et c'est non. Voilà, c'est très mal écrit, mais vous avez compris le principe. Normalement, si on a ajouté les 5 arêtes, notre tableau à 2 dimensions voisin, que j'ai nommé voisin, devrait être rempli comme ceci. Donc on est d'accord qu'on a la totalité de la matrice d'adjacence. Donc en faisant une petite fonction d'affichage, on pourrait afficher ça. Et si vous faites avec une application graphique, on pourrait parfaitement afficher ce graphe sans problème. On aurait des bonnes valeurs en tout cas affichées. Donc on a fait une bonne partie du boulot, mine de rien, ici au niveau de la vidéo. On va aller un peu plus loin, parce que je vous dis, on n'en verra pas la recherche et le sommet, puisque ça concerne d'autres structures, hein, pas seulement les graphes. Donc c'est sur d'autres vidéos, hein, je vous invite à aller voir, hein, sur la playlist algorithmique. Peut-être que les vidéos sont déjà faites au moment où vous regardez, en tout cas vous, cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, elles viendront plus tard. Et on va vérifier d'autres choses. Par exemple, écrire le degré d'un sommet. Ça peut être pratique d'avoir cette information-là, ça peut servir. Donc on va voir d'autres, on va dire, fonctions pour manipuler les graphes, histoire d'avoir quelques petites choses à écrire. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo d'algorithmique, je vous ai dit d'aller voir en début de vidéo. Donc là, tant pis pour vous. Mais normalement, à ce stade, vous êtes censé savoir ce que c'est. Fonction. Donc le nombre de liaisons sur degré d'un sommet. On lui passe ça, et on lui passe bien sûr le sommet en question. Donc à nouveau, nom du sommet. Et on verra, oui bien sûr, un 6. Un entier. Là, c'est le fait de passer entre majuscules et minuscules. Voilà, j'écris n'importe quoi. Ok. Donc fonction très simple. Voilà, on va vérifier très facilement un petit peu ce qu'on a besoin. Il nous faut manipuler des indices aussi. Et on va tout simplement compter le nombre d'arêtes qu'on a de relier par rapport à notre sommet, puisque c'est ça en fait, hein, le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes en fait qui sont reliées à lui. On va déjà récupérer l'indice. Maintenant, vous savez pourquoi. On a une chaîne, on a un caractère pour représenter alors pas le sommet, hein, mais le sommet. On ne peut pas manipuler directement un caractère. On transforme, on récupère l'indice de celui-ci. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Nom du sommet. Une fois qu'on a cet indice, ça va être beaucoup plus pratique. Il nous faut un compteur. Degré, on va mettre à 0. Donc en fait, c'est le nombre d'arêtes qu'on a en réalité. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais faire ça. Tiens, arrête. Voilà le nombre d'arêtes à 0. Ça sera plus clair. Et ensuite, on n'aura plus qu'à composer. Petit parcours. Donc un seul. Le nombre de sommets, tout simplement. Et là, on retournera le nombre d'arêtes, qui sera donc le degré du sommet. Ici, si au niveau des voisins, l'indice, d'accord? Parce que je rappelle qu'on ne regarde que celui-ci, c'est-à-dire, si c'est par exemple pour A, vous voyez, on est sur la même ligne. On n'a pas besoin de parcourir les autres lignes. C'est pour ça qu'on ne fait pas un double parcours, on reste sur l'indice où il est. Si c'est C, on va parcourir que ces valeurs-là, mais on va regarder chacune des colonnes. Et donc, si la valeur existe, c'est-à-dire qu'il y a un poids qui est différent que ce que nous avons défini comme étant indéfini, alors il y a bien une arête, donc on incrémente de 1. Et c'est terminé.
très simple pour trouver comme ça le degré du sommet. Et nous l'avons ici. Donc par exemple, allez, on va mettre plein de couleurs. Tiens, c'est super les couleurs, c'est génial. Hop. Je sais pas, non, degré, c'est le D, je crois que c'est pour les distances utilisées. Donc degré par exemple de P. Vous devriez normalement obtenir 1, 2, 3. Voilà. Ceci, avec en tout cas cette fonction, si j'ai pas marqué de bêtises pendant que je vous faisais l'explication en tout cas. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Alors, on verra pour les suppressions. Vous savez, le fait de pouvoir supprimer une arête, un graphe, une arête ou un sommet, pardon. On verra ça à la fin parce qu'il y a pas mal de choses à écrire. On va refaire une autre petite fonction qui est la densité, parce qu'on l'avait vu en algorithmie. Justement, densité donc du graphe, d'un graphe. Ce que je vous avais montré notamment la formule dans le cours d'algorithmie. On va pouvoir utiliser celle-ci. Densité, et on prend que le graphe. Et la densité, c'est une valeur à virgule flottante, donc c'est compris entre 0 et 1. Donc ça peut être 0,1, 0,2, 0,6, etc. Donc on va utiliser un type flottant, et à partir là-dessus, donc le nombre d'arêtes, on va mettre 0, puisqu'on va utiliser ça en fait, ça va être utile. Et on aura comme ça la bonne valeur, en tout cas elle va nous servir. On fait notre parcours. Donc hop. Vous voyez, c'est le même. Et c'est la même boucle. Okay. Donc on retrouve un petit peu cette même idée ici. Et par contre, là, on a un double parcours. Ah, c'était le piège. Cette fois-ci, allons de i plus 1. Oui, c'est cette valeur-là, parce qu'on a besoin d'aller à l'indice d'après, à nombre de sommets. Donc encore une fois, vous voyez que cette valeur nous sert vachement. Imaginez si on n'avait pas ça dans la structure du graphe, toutes les choses en plus, finalement le code en plus qu'il aurait fallu marquer. Fin pour, et on est bon. J'essaye de prendre le temps aussi, de ne pas aller trop vite, parce que comme je vous explique tout, et que j'écris en même temps, je ne veux pas écrire de bêtises non plus. Donc j'ai 0 au nombre de sommets, j'ai allons 2 plus 1 au nombre de sommets. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vérifie. Là, on fait quoi? On fait le nombre de voisins. Donc les voisins que nous avons, comme on a fait un double parcours, c'est pour parcourir notre tableau à 2 dimensions. Si c'est différent de points indéfinis, ben c'est bon. Donc à nouveau, sauf que là, comme on veut parcourir tout, l'ensemble de la matrice d'adjacence, et pas seulement ce qui concerne qu'un seul sommet, parce qu'on vérifie la densité d'un graphe, on ne s'occupe pas d'un sommet en particulier, c'est tout le graphe cette fois-ci. Et bien dans ce cas-là, on incrémente le nombre d'arêtes de 1. Et comme ça, on a cette valeur qui est là. Alors c'est super, on a cette partie, nous il faut qu'on renvoie ceci. Comment se fait-il que la densité, c'est une valeur entre 0 et 1? Rappelez-vous, la densité, c'est le nombre d'arêtes effectives par rapport au nombre d'arêtes maximum qui serait possible d'avoir sur votre graphe. C'est-à-dire que là, dans un monde parfait, eh bien, on devrait pouvoir relier plein de choses. C'est-à-dire que A, il devrait pouvoir être relié à D, il devrait pouvoir être relié à E, et ensuite B devrait pouvoir être relié là, etc., etc. Vous voyez un petit peu le nombre qu'on a. Et je crois que je les ai tous mis, 2, 3, là on doit avoir un graphe complet. Non, il en manque peut-être un. Il en manque un, je l'ai mis ici, BAE. Voilà. Parce que normalement, je pense que ça doit faire 10, la densité du graphe. Ça doit être 10, et moi, il y avait 5 arêtes. Donc voilà ce qu'on aurait si on avait la totalité des arêtes possibles. Donc c'est-à-dire, à partir d'un sommet, on peut aller sur tous les autres sommets du graphe. Et d'ailleurs, je vois que j'ai pas fait de E à C. Ouais, donc il manque des choses, en bref. Vous avez compris le principe, je vous l'avais expliqué de façon aussi en algo, en architecture, pardon. Donc au niveau du calcul, on avait donc le calcul qu'on avait vu ensemble, qu'on va bêtement reprendre. Voilà, petit calcul mathématique, mais appliqué ici au niveau de notre algorithme. Et on va le retourner directement, ce qui n'est pas très bon. Donc on va faire retourner.
c'est 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que c'est un flottant, donc je le mets, je le formate comme il faut, fois le nombre d'arêtes. C'est pour ça que j'ai appelé cette variable comme ça, parce que c'est plus lisible pour suivre la formule. C'est divisé ensuite par le nombre de sommets. À nouveau, cette valeur, elle nous sert. Multiplié, donc tout ça, par, entre parenthèses. Donc là, il ne faut pas se tromper, parce que si on oublie des parenthèses, on n'aura pas des bonnes priorités au niveau des opérations. Donc là, normalement, on est sûr de ne pas se tromper. Moins 1. Voilà. Donc 2 fois le nombre d'arêtes sur le nombre de sommets fois le nombre de sommets moins 1. On fait ce calcul complet et ça devrait nous renvoyer une valeur entre 0 et 1 par rapport au nombre d'arêtes que nous avons réellement sur notre graphe, avec la formule qu'on a vue dans la vidéo d'architecture sur la théorie des graphes. Et nous avons comme ça notre calcul de densité qui est possible ici au niveau de notre graphe. Et ceci est fait. Ok, et on va pouvoir terminer. On va terminer cette vidéo avec deux fonctions assez longues, puisqu'on va s'occuper notamment de la suppression d'un arc, enfin d'une arête. Ça va être assez simple. Par contre, vous allez voir que la suppression d'un sommet, ça va demander un petit peu plus de choses, en tout cas pour la suite. Alors, on va voir un petit peu pour nos fonctions. Je vais mettre ici... Je vais mettre même là, tiens, avant le degré de star. Ça, c'est des fonctions vraiment utilitaires, ça en plus. On va les faire ici, les autres. Suppression d'une arête du graphe. Et comme ça, on aura aussi suppression d'un sommet du graphe. Donc pourquoi le sommet va demander plus de choses? C'est très simple, visuellement, pour le voir. Si j'enlève une arête, par exemple celle-ci, vous voyez, on casse pas le reste finalement. C'est enlever cette liaison. Donc au niveau de la matrice d'adjacence, c'est de repasser finalement deux valeurs à point indéfini. Donc moi qui est en l'occurrence 0. Ok, et c'est tout. Voilà, ça va rien changer de plus, ça va pas changer au niveau des sommets, etc. Ok, on aura ici un sommet isolé, c'est pas grave, ça existe, ça peut exister dans un graphe. Donc c'est tout ce qui va se passer, simplement. Et bien évidemment, on va, alors j'ai dit on va décrémenter, non, parce qu'on ne travaille pas sur les sommets. Donc on aura juste en fait fait ce changement-là. Donc forcément, on comprend qu'au niveau de la fonction, ça va pas demander beaucoup d'opérations, en tout cas rien de bien différent finalement de ce qu'on a pu faire avant. C'est juste que là on va faire les étapes, on va dire, un petit peu dans l'autre sens. Ok, donc on y va. Fonction aussi. Graphe. Supprimer une arête à partir de notre graphe. On indique quel caractère source et... Enfin, quel caractère, oui, ça, et le caractère de destination. Donc, le premier sommet et le second, ça ne renvoie rien, évidemment. Bien. Souvenez-vous, quand on voulait faire un ajout d'arête, il nous faut à nouveau les indices de tout ça. Donc, on récupère les indices, je vais même copier-coller d'ici, puisque c'est vraiment la même chose. Voilà, il nous faut les indices ici. Source et destination, qui en fait sont la même chose. La source c'est aussi la destination, parce que c'est un graphe non orienté, je vous rappelle. Donc ça ne change rien ici. Et on n'a plus qu'à faire la vérification. Si l'indice source est différent de point indéfini, donc évidemment on va voir que ça existe, on ne veut pas modifier un truc qui n'aurait pas de sens, que l'indice de destination, pareil. Donc attention, là c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir. Là il n'y a pas de vérification du poids, parce que de toute façon on n'en passe pas en... Oula, on n'en passe pas en paramètres. Que ceci, voilà. Donc on commence à avoir pas mal de pseudocode, ça commence à faire pour cette vidéo. Hop. Si on a ça, et bien là c'est très simple, on n'a plus qu'à remettre point indéfini aux différents éléments, donc comme on a fait finalement ici, simplement que on ne met pas cette fois-ci ceci, ça n'existe pas, on met la valeur de notre constante, donc ça va remettre à 0. Qu'est-ce que ça fait si on a appelé, finalement, imaginons qu'on appelle, hop, cette fonction, on l'appelle supprimer une arête. Donc on l'appelle avec G. On demande par exemple, on avait fait quoi tout à l'heure? Des E. Comme ceci. Okay, on fait cet appel là.
qu'est-ce qui se passe pour enlever, donc visuellement, nous on va enlever ça comme ça, mais au niveau du code, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, entre des... on a remis à point défini, donc 0, et entre E et D, on a remis à 0. Et voilà. On a donc bien évidemment obtenu, on a résolu le problème qu'on avait, donc pas de souci, tout est bon. Ok. Et bien c'est tout pour ça, de toute façon la fonction est terminée, et on passe, et on terminera cette vidéo avec cette fonction, ce qu'elle va demander un peu plus de choses celle-ci, et ça terminera la vidéo, qui est la suppression d'une arête du graphe, d'une... D'ailleurs je vois que je l'ai pas mis au bon endroit, hop. Donc ça c'était la suppression d'une arête évidemment, et là il nous faut la suppression d'un sommet. Le graphe et le nom du sommet. Alors visuellement, parce qu'on a pas mal de choses sur lesquelles réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'incident de faire ceci? Si par exemple je veux enlever B, et là vous comprenez que, ah oui, ça met en, oui, ça a pour conséquence quand même beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que là, bah ça peut plus exister, ça n'a aucun sens sinon, ça non plus, et ça non plus. Donc là c'est pas juste de se dire, bon, on connaît la destination, donc on sait comment enlever cet élément-là, parce qu'on l'a fait cette fonction, enlever une arête ici, etc. Mais là, nous, on va juste fournir cette information, de dire t'enlèves B. On ne dit pas qu'il est relié avec un tel, un tel, un tel. Voilà notre signature. Elle est quand même beaucoup plus courte, donc on n'a pas beaucoup d'informations, et avec ça, il faut être capable de faire finalement l'ensemble du travail. Donc il va falloir enlever toutes les valeurs ici, les remettre à la valeur indéfinie. En plus de ça, retirer de ce tableau le sommet en question. Okay. Donc en fait, on va juste changer l'indice, c'est juste ce qu'on va faire. On va rien changer d'autre plus, parce qu'on n'a pas initialisé avec des valeurs. Donc on n'a pas besoin de remettre une valeur dessus. On va juste déplacer le curseur. Et ici, on décrémentera. Et c'est le fait d'avoir décrémenté ce compteur qui fera que ici on simulera le fait qu'on a enlevé en fait le sommet de ce tableau. Alors qu'en fait, on ne l'aura pas vraiment enlevé. On va juste faire des décalages, tout simplement. Mais il y a beaucoup de décalages, parce que forcément, il y a des décalages de lignes et de colonnes, parce que notre matrice qui est lue, une fois qu'on a complété tout notre graphe ici, par défaut, eh bien, c'est tout ça. Mais si j'enlève B, eh ben ça n'existe plus non plus. Et là, c'est sur un tableau, il faut qu'on refasse les décalages. C'est-à-dire maintenant, il faut que CI soit mis à cet indice-là, et ainsi de suite, pour que ça fasse un tableau avec des valeurs contiguës. Donc on va avoir pas mal de décalages à faire en se basant sur les indices, un petit peu d'arithmétique, je te montre tout ça. Mais ça se fait très bien, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de travailler avec une matrice d'adjacence, parce que c'est relativement simple à mettre en place, pour peu bien sûr que vous ayez les connaissances en programmation, que vous soyez suffisamment à l'aise après avec le langage de programmation dans lequel vous voudriez implémenter tout ça. Mais de toute façon, je rappelle que vous avez des exemples d'implémentation dans la description de la vidéo si vous voulez. Mais si vous voulez vous exercer à les faire avant, et puis vous servir un petit peu de ce que j'ai indiqué comme une possible correction, vous pouvez aussi vous entraîner à implémenter ça vous-même dans le langage de votre choix. Alors, on revient ici. Ok, fonction. Donc on va faire étape par étape, parce qu'il faut qu'on suive les choses un petit peu comme il faut. Il nous faut, comme d'habitude, l'indice. Donc le nom du sommet. Je vais appeler ça indice puisqu'il est tout seul. Voilà. Comme ça, on a son indice et on va pouvoir travailler avec pour la suite. C'est ce qu'il nous fallait au minimum. Bon, à partir du principe, si l'indice qui a été renvoyé -1, c'est qu'il n'existe pas en fait. C'est qu'on a demandé à supprimer un sommet qui n'existe pas. Donc on arrête le code tout de suite. Je crois que je faisais ça dans les autres vidéos. Quitter la fonction. Donc si vous adaptez un langage de programmation, toute instruction qui vous permet de quitter la fonction tout de suite, retourner rien du tout, même pour une fonction qui est en very void. Là vous avez compris le principe. Ok, première vérification faite. Ensuite, il nous faut les parcours. Déjà pour enlever les arêtes, c'est-à-dire supprimer, donc remettre finalement ici toutes les valeurs à 0, par rapport à ce qu'on aurait pour changer en fait toutes les liaisons qu'on a là. Vous voyez tout ce qui ne va pas. Il faut qu'on change en fait les valeurs dans la matrice d'adjacence. On peut commencer par ça. Donc là, ce qu'on va faire,
Alors encore une fois, on pourrait optimiser certaines choses. Moi, j'essaye d'aller au plus simple. Vous voyez, je vous explique des choses qui sont les plus simples. Évidemment, si dans un second temps, on veut s'amuser à optimiser certaines instructions, changer un peu l'ordre de certains calculs pour en éviter d'autres, on peut de toute façon toujours améliorer. On peut toujours trouver on va dire des parties à améliorer sans problème. Donc j'ai le nombre de sommets. On va faire là-dessus. Fin pour. Et avec ce premier parcours, on efface tout ce qu'on veut, c'est-à-dire pour les voisins. Donc genre indice. Alors l'un ou l'autre, de toute façon, je crois qu'on avait fait un premier indice avant. Peu importe, on change. Alors c'est pour ça, si après on enlève la ligne, on pourrait très bien se dire que pas besoin de faire ça comme on supprime. Mais n'oubliez pas que nous, on supprime pas réellement, d'accord? Comme on ne fait pas d'allocation dynamique, on ne désalloue pas en mémoire ce qu'on a. On va juste faire des décalages, donc je préfère repasser tout en point défini. Comme on supprime pas réellement les éléments, ce qui nous économise pas mal on va dire, d'allocation dynamique, ce genre de choses. On revient au bon endroit, on était ici, donc point défini, et même chose de l'autre côté, puisque c'est, rappelez-vous, non orienté. Voilà, donc ça, hein, si on résume, ce sont des arêtes liées au sommet. Voilà. Toutes les arêtes qui sont liées, s'il y a une valeur en fait autre que point indéfini, donc autre que 0, donc si on veut virer B, ok, en fait on est en train de parcourir toute cette ligne, et si on voit qu'il y a autre chose que la valeur indéfinie, c'est-à-dire 0, eh bien on remet à 0. Donc on met à 0, on met à 0, on met à 0, ok. Comme ça on a un petit peu tout qui a été changé à ce niveau-là, en tout cas pour la suite. Et d'ailleurs je me dis on devrait peut-être le changer pour l'autre côté, mais bon, ouais, il faudrait peut-être qu'on voie pour ça. Mais ça on va faire les décalages pour la suite. On a cette partie. Maintenant, il faut qu'on fasse notre décalage, c'est-à-dire les colonnes et les lignes. Puisqu'encore une fois, comme on ne supprime pas réellement notre tableau, il faut qu'on fasse en sorte, comme je vous avais dit, que eh bien, on se retrouve avec C ici, d'accord, en deuxième position, D, E, en réalité. Donc là, ce sera vide, hein, en fait. Hein. La dernière colonne, dernière ligne auront des valeurs indéterminées, dont on s'en fiche. Et pour travailler sur ce sous-tableau, finalement, à 2 dimensions, qui sera réellement la matrice existante de notre graphe. Donc pour ça, on va devoir faire un parcours composé d'autres parcours aussi. Donc on verra un petit peu tout ce qu'on a à faire. Alors pareil, à la toute fin, parce que j'ai peur de l'oublier, je décrémente déjà de 1. Ça, ce sera fait à la toute fin. Dans l'ajout d'un sommet, on incrémentait de 1. Si on supprime le sommet, on décrémente. Donc pour I, allons de l'indice, cette fois-ci, à le nombre de sommets, moins 1. Et là, je pense qu'on a toute notre boucle ici. On va commencer par le décalage des colonnes. Alors là, ça va sembler bizarre le code, parce qu'on pourrait se dire que tout pourrait être fait en une fois, sauf que, comme on fait des décalages, on risque de changer des indices. Donc c'est mieux pour éviter des erreurs, sinon ça ne marchera pas de toute façon. Vous aurez des... Par exemple, si la valeur ici, elle n'aura pas forcément changé, les valeurs à la fin, alors il y aura même des valeurs qui ont pris autre chose que les poids qu'on voulait. On travaille sur le décalage d'une dimension et le décalage d'une autre dimension par la suite pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ensuite au niveau des poids obtenus. Sinon testez, hein, faites tout en une fois et vous verrez que dans un seul parcours, vous aurez des problèmes au niveau de la matrice d'adjacence. Donc le décalage des colonnes d'abord, décalage des lignes ensuite, même si vous allez voir que je vais faire une boucle identique pour l'un et l'autre. Pour J, allant de 0 à nombre de sommets, à chaque fois je vais mettre le tiret du bas avant. Faire. Vous voyez, je fais la même boucle. La même, mais pour éviter les problèmes, je le fais séparément. Si je fais toutes mes instructions dans une seule et même boucle, comme il y a des changements à chaque fois au niveau des variables, eh bien, j'obtiendrai pas le résultat que je voulais. Donc ici, pour les voisins, donc déjà, décalage des colonnes.
voisin de J et de I. On va te mettre dans ce sens-là. Bon, si je me trompe, ce serait les lignes, hein, mais de toute façon, c'est ça. C'est J et I pour les colonnes. Donc, je lui affecte la valeur du voisin, mais la valeur d'après. Pourquoi d'après? Tout ça, alors je vais mettre ici. N'oubliez pas, parce que l'élément à l'indice plus 1 va être décalé ici, et ainsi de suite. Donc on fait en sorte de décaler en fait vers la gauche pour les colonnes, et vers le haut pour les lignes. Mais c'est plus, je vous dis ces termes-là par rapport au tableau visuellement représenté. Ok, donc ça c'est bon. Et le décalage des lignes, et ça va être, je ne vais pas bêtise non plus, I et J cette fois-ci. Donc on inverse les indices. Et là, au niveau des voisins, c'est I plus 1, I, J. Donc comme ça, on prend l'élément qu'il y a d'après. Donc par exemple ici, d'après pour le décaler ici. Puisque je rappelle que le but, c'est d'avoir ceci en fait, d'enlever. Si on veut simuler en tout cas ce qui a été fait. Même si on garde notre matrice de 26 par 26. Puisqu'encore une fois, c'est défini avec une taille fixe. Et je crois que c'est bon, parce que j'ai rien oublié. On refait un peu le tour. On a l'indice. S'il n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de sommet à supprimer. En tout cas, ce sommet n'existe pas, donc il n'est pas à supprimer. On supprime toutes les arêtes qui sont liées à celui-ci, au niveau de ça. Et on fait le décalage. Donc des colonnes, c'est ça. Le décalage des lignes. Puis je pense que c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, il manque l'autre partie. Il faut qu'on mette le bon élément aussi. Donc les voisins, voilà, pour I, parce qu'on a fait ce parcours-là, le tout premier. Il n'est pas là pour faire joli, donc il est là. Et on décale aussi. Voilà, I plus 1. Et normalement c'est bon. On décale pour toutes les lignes qu'on remet en fait à chaque fois en place. Voilà, on remet tout en place. Pour que tout soit mis, normalement c'est bon. Donc si je résume, on a donc ceci au niveau de l'ensemble de notre code, si j'ai pas fait de bêtises. Pour en tout cas ce que nous avons. Ok, ça me semble correct tout ça. Et on en a terminé avec cette vidéo qui aura pris 1 heure en fait pour tout faire. Mais au moins vous avez toutes les explications qui ont été données. J'ai bien tout commenté tout ça. Je vous ai montré visuellement aussi au niveau des différentes opérations. Donc on a vraiment de quoi faire. Évidemment pour d'autres choses comme par exemple vérifier si on a un graphe connecté, vérifier le plus court chemin, ça utilise justement des parcours, donc recherche ou autre. Donc c'est le sujet bien sûr d'autres vidéos, puisqu'on utilise souvent ces algorithmes justement pour vérifier par exemple la connexité d'un graphe. C'est d'utiliser un parcours en fait qui permet de le vérifier, on va dire de manière plus efficace. Donc c'est dans d'autres vidéos, donc je vous invite bien sûr à suivre régulièrement un petit peu les nouveaux contenus de la chaîne ou les contenus qui existent déjà. Parce qu'il y a toujours pas mal de vidéos et vous passez peut-être à côté pour pas mal d'entre elles. Et voilà, c'est fait. On va s'arrêter ici en tout cas, vous avez tout. Je rappelle que vous pouvez donc vous exercer à implémenter ça dans le langage de programmation de votre choix. C'est fait pour être le plus, on va dire, générique possible, le plus global possible. Si après vous voulez des exemples d'implémentation, vous en avez dans la description de la vidéo. Vous avez comme d'habitude un lien avec différents exemples dans tous les langages qui ont été vus sur la chaîne. Donc vous avez tout qui est disponible en exemple d'implémentation pour voir un petit peu ce que ça vous donne. Comme ça, pas de problème pour un petit peu tout ce qui est représenté. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. S'il y a des questions par rapport à tout ça, n'hésitez surtout pas à les poser, parce que c'est toujours des vidéos assez longues avec beaucoup de détails, beaucoup d'éléments. Donc c'est bien de comprendre un petit peu tout ça, de pas vous dire bon c'est bon, j'ai compris, s'il y a peut-être des éléments qui sont pas suffisamment en tout cas clairs pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter si besoin, si vous voulez que j'apporte quelques détails supplémentaires par rapport à ce que j'ai pu vous dire, en tout cas dans cette vidéo ici. A bientôt et on se retrouve pour d'autres contenus, que ce soit pour des structures de données d'ailleurs ou pas. Ciao tout le monde.